Bien, on va maintenant attaquer le deuxième chapitre d'induction, I2, qui concerne les forces de la place, du nom du scientifique français Pierre-Simon de Laplace, qui a vécu aux alentours de la Révolution française, ou légèrement après, puisqu'il a discuté avec Napoléon, et notamment qui lui a dit à un moment, quand Napoléon lui disait, mais dans votre traité de mécanique, vous n'utilisez pas, vous ne faites pas référence à Dieu, et il a dit, mais monsieur, finalement, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc, Laplace, la partie 1, on va regarder les forces de Laplace dans le cas d'un élément de courant filiforme. Alors, un élément de courant, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir juste un bout de métal qui est parcouru par un courant. Tout seul, il est forcément dans un circuit. Par contre, d'un point de vue théorique, ça facilite les choses de découper le circuit en petits bouts. Et sur chacun de ces petits bouts, vous allez avoir du courant qui circule. Et donc, on va s'intéresser à un petit bout de circuit dans lequel il y a du courant qui circule et voir qu'est-ce que ça peut nous amener. Alors, en premier lieu, on a les forces de Lorentz, la force de Lorentz, dont on a déjà discuté dans le chapitre sur les particules chargées, donc il s'agit d'un rappel, et simplement parce qu'on en a besoin ici pour comprendre comment se crée cette force de Laplace, sur quoi elle agit, à partir de quoi elle agit. Et la force de Lorentz, alors je vais le noter comme ça, avec un petit LO pour Lorentz, parce qu'après j'aurai LA pour Laplace. Donc la force de Lorentz, si j'ai une particule de charge Q, eh bien cette particule est soumise à une force électrique Q fois E et une force magnétique QV vectorielle B qui agit sur elle, donc selon qu'elle est plongée dans un champ électrique et ou dans un champ magnétique, dans un référentiel. Donc là, V, c'est la vitesse de la particule dans le référentiel d'étude grand R. Ça, c'est la charge de la particule. Et E et B sont les champs extérieurs, tous les deux. Donc c'est les champs extérieurs. Alors pourquoi je dis extérieur? Parce que toute charge électrique produit elle-même un champ électrique, mais elle n'est pas soumise à son propre champ électrique, parce que sinon on aurait des problèmes d'infini, puisque les champs électriques sont inversement proportionnels à la distance qui sépare deux charges. Comme la particule, la charge et à une distance nulle d'elle-même, il y aurait un champ électrique infini à cet endroit-là, on a plein de soucis. Donc en fait, dans toutes ces formules-là, systématiquement, les champs sont les champs extérieurs, et puis de temps en temps, je vais quand même parler du champ qui est créé par les charges et qui vont agir sur d'autres charges par la suite. Bon, là, on sait bien entendu que au niveau de la force magnétique, vous pouvez utiliser encore une règle de la main droite qui va être celle-ci. Donc, vous avez au niveau du pouce, vous mettez le vecteur QV. Alors là, il faut faire attention au signe, de bien orienter le pouce selon le signe, soit vers la vitesse si la charge est positive, soit à l'inverse de la vitesse si la charge est négative. Le deuxième vecteur du produit vectoriel, ici, c'est B. Il est donné par l'index. Et le majeur vous donne automatiquement la direction de la force du produit vectoriel, et donc ici, de la force correspondante. Bon. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous avez aussi comme capacité exigible, là, qui est importante aussi, le fait de différencier le champ magnétique extérieur subi du champ magnétique propre qui est créé par le courant filiforme. C'est-à-dire qu'on a vu dans le dernier chapitre que le courant allait, un fil parcouru par un courant allait créer un champ magnétique. Ben là, on va s'intéresser à la force, à l'action d'un autre champ magnétique sur votre fil, et non pas à l'action du champ magnétique propre, puisque comme je vous l'ai dit, il y a aussi, comme pour le champ électrique, le champ magnétique, il y a un souci d'aller l'appliquer sur sa cause elle-même.
Hein, c'est exactement comme la gravitation, par exemple, où on ne se pose pas la question de savoir si le Soleil se déplace sous l'effet de la gravitation, de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Bon, donc on va faire introduire ce qu'on appelle l'expérience du rail de Laplace. Et pour introduire ça, je vais prendre une petite vidéo tirée de YouTube, des gens qui se sont amusés à donner ça. Donc je vais donner le petit lien ici pour la voir, mais je vais vous la présenter en direct ici. Donc le montage de l'expérience sur la force de Laplace, c'est le suivant. Alors je vais revenir tout petit peu en arrière. Voilà, ça sera suffisant. Donc vous avez ici un générateur, ici les deux rails dits de Laplace. Là ils ont mis un ampèremètre histoire juste de mesurer le courant qui allait dedans, histoire de savoir ce qu'on met. On va quand même mettre des courants de quelques ampères. Et là vous avez un aimant en U, donc on va mieux voir là, donc avec le pôle nord de ce côté-là, le pôle sud de ce côté-là. Et on a vu dans le dernier cours qu'un aimant en U c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir un champ magnétique uniforme. Et lors de la mise sous tension, ce petit bout de métal qui permet en fait de fermer le circuit va se mettre à se déplacer. Donc là on inverse le sens. Si vous regardez, ils ont mis le rouge sur le noir et le noir sur le rouge pour bien le voir ici. Donc vous voyez le petit bitonium rouge est planché sur le noir et le noir sur le rouge, alors qu'avant c'était le contraire. Et quand on va arriver voilà, à ce niveau-là, si vous regardez les deux rails, c'est branché ici, mais de ce côté-là, il n'y a rien qui est branché. On ne voit pas derrière, mais en fait, ça n'est pas branché. Et donc la seule chose qui permet au courant de circuler, c'est la petite barre de métal qu'on a posée dessus, qui est aussi une barre en cuivre. On le lance, on met sous tension avec l'autre orientation, et vous voyez que la barre se met dans l'autre sens. Une autre manière de changer la direction va être en fait de changer la direction du champ magnétique, mais de remettre le courant dans le sens d'avant. Donc là, ils nous ont mis maintenant le pôle sud au-dessus, et remis le courant dans le bon sens, enfin dans le sens habituel. Ils mettent sous tension et pouf, ça part de nouveau vers la droite. Et ce qui nous montre bien que on a une inversion qui est reliée à ça. Voilà. Et donc pour passer en marche arrière, pour un moteur de voiture électrique, on peut soit permuter le sens du courant ou changer le sens des champs magnétiques dans l'aimant. C'est alors l'aimant avec un A. Mais mis à part ça, une très belle petite vidéo qui donne cette expérience. Alors pour le décrire, donc si on fait le dessin de l'expérience des rails de Laplace, vous allez avoir deux rails qui sont ici, hein, qui ont une certaine épaisseur, avec un générateur qui va être branché sur le côté et qui va avoir tendance à faire circuler le courant dans ce sens-là, et vous posez sur votre rail de Laplace une barre de fer, ou une barre de cuivre, là en l'occurrence, donc elle est posée dessus, et vous imposez un champ magnétique qui soit comme ça, perpendiculaire au plan qui va être ici. Et ce champ magnétique, c'était celui de l'aimant en forme de U. Et ce champ magnétique, eh bien, à mesure que le courant circule, le champ magnétique va exercer une force sur cette barre, et comme la barre elle est mobile, elle peut rouler là-dessus et elle est initialement au repos, cette force vous emmène vers la droite ou vers la gauche selon ce qui peut vous intéresser. Bon, alors l'interprétation, donc ça c'est l'expérience en elle-même. Qu'est-ce qui provoque le mouvement de la barre? Alors posez-vous 2 secondes la question. Qu'est-ce qui change? Bien sûr, il n'y a pas de courant. Si jamais il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mouvement. Donc qu'est-ce qui change dans la barre quand il y a du courant? La réponse est assez claire. Le courant, c'est un déplacement d'électrons. Donc la seule chose qui change, c'est que j'ai des électrons qui se baladent.
Si j'ai des électrons qui se baladent, ça veut dire forcément que je vais avoir des charges, particules chargées, qui ont une certaine vitesse et qui sont soumises à un champ magnétique extérieur. Et donc, on va avoir un déplacement, avoir tendance à avoir un déplacement de vos charges qui va être dû à cette force extérieure, et on va essayer de le prendre en considération. Donc pour ça, on va prendre un élément de longueur dl. Donc là, j'ai ma petite barre qui est décrite dans ce sens-là. Je mets mon champ magnétique et j'ai mes charges électriques qui se déplacent à une vitesse v comme ça. Donc j'ai une charge Q, j'ai une longueur ici dl, et donc on va prendre un élément, soit un élément conducteur filiforme qui est défini comme ça, dl. Alors ce dl va me donner une information donc orientée par le courant électrique. Et on va essayer de voir. Alors, on ne va pas prendre une orientation tout de suite par le courant électrique, mais orientée par le vecteur vitesse de la particule, le vecteur vitesse v des charges qui sont en train de se balader. Bon. Alors, à l'intérieur, je vais avoir une densité de charge. Alors là, encore désolé pour les notations, comme d'habitude en physique, l'alphabet est fini, donc il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Là, ça va être une densité volumique de charge, ça vous dit le nombre de charges qu'il y a par unité de volume. Densité volumique de charge. Donc cette densité volumique de charge me permet de compter le nombre de charges. Si ça, c'est de section petit s, je vais avoir le nombre de charges, on va dire dn, qui est le nombre de charges par unité de volume multiplié par le volume, et le volume c'est S fois la longueur dl, donc c'est la base fois la hauteur ici. Donc ça va me donner mon nombre de charges mobiles, et donc si je calcule la force totale auquel sont soumises mes charges mobiles, bah ça va être le nombre de particules multiplié par la force sur une charge, donc la force de Lorentz qui va être sur une charge, et là la seule force de Lorentz qui va apparaître, c'est QV vectoriel B. Ok ? Donc si je remplace, j'aurai du N S dl multiplié par QV vectoriel B. Bon, si je remets les choses ensemble, je vais pouvoir mettre le N, le S, le Q et le V ensemble. Et cette fois-ci, je vais dire que en fait, j'avais le vecteur dl, donc il est orienté dans la même direction que la vitesse, donc ils ont le même vecteur u unitaire vers là en particulier. Donc V, le vecteur V, ce serait VU, V ce serait VU, et dl, vecteur dl, c'est la longueur dl fois u, donc je me retrouve avec la même chose, j'échange juste les normes ou les composantes qui sont devant, et je peux mettre, j'ai du u vectoriel b qui se transforme en petit dl u vectoriel b, donc vecteur dl vectoriel b. Donc ça c'est la force qui s'exerce sur toutes ces petites charges qui sont en train de se déplacer. Eh bien, si vous vous souvenez bien, dans le chapitre d'électricité, on avait vu que le courant, ça revenait à compter le nombre de charges qui passaient au travers d'une surface donnée par unité de temps. Et compter vraiment le nombre de charges, donc le nombre de particules multiplié par la charge. Ben ça,
c'est exactement ce terme-là. Hein, si vous vous souvenez, j'avais ma vitesse, qu'on a calculé la vitesse des électrons qui se baladaient dans les fils électriques. On avait trouvé du 1 mm par seconde à peu près. Puis il y avait du ENSV qui apparaissait et qui était le courant électrique. Donc regardez votre cours d'électricité à cet endroit-là pour retrouver cette expression. Mais en écrivant ça comme ça, vous voyez que mon DF, il s'écrit I dl vectoriel B. Et c'est la forme qui va m'intéresser. Donc la force qui s'exerce sur un élément de volume, un élément de fil, va être proportionnel à la longueur du fil, proportionnel au champ magnétique, orienté dans le sens où je décide que les charges se baladent et je me retrouve avec, et proportionnel au courant, plus il y a de charges qui se baladent, plus cette force sera importante, et je me retrouve avec dF égale IDL vectoriel. Alors, une petite remarque, les charges qui se baladent là-dedans, ce sont les électrons. Ce sont les électrons qui se baladent, et ces électrons, forcément, sont soumis donc à cette, je vais reprendre ce petit dessin-là, les électrons sont soumis effectivement chacun à la force de Lorentz. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vos électrons, en fait, quand ils se baladent, donc si je prends le courant dans ce sens-là, les électrons en fait iront dans l'autre sens, et QV va être par là, ce qui veut dire que les électrons vont partir sur le bord. Il va y avoir, comme pour l'effet Hall, des charges négatives qui se mettent de ce côté-là et des charges positives de l'autre. Puis après, mais l'essentiel de la masse dans votre barreau, c'est pas les électrons, mais c'est les atomes, les ions qui sont constitutifs du reste du métal. Et ces ions-là ne sont soumis à aucune force. Sauf que quand les électrons se déposent sur les côtés, ils créent un champ électrique, et ce champ électrique va avoir tendance à pousser les cations positifs dans la même direction où se sont placés ces électrons, puisque comme ce côté-là est positif, les cations vont avoir tendance à être repoussés par le côté positif, et donc se déplaceront dans ce sens-là. Et vous avez, à grande échelle, donc une action microscopique qui se traduit à grande échelle par une action sur l'ensemble de votre barreau. Voilà. Et donc là, il faut faire bien attention. Hein, pour la place, un beau petit platane. Pour la place, le B, donc le champ magnétique à utiliser, est bien le champ extérieur. Donc un champ imposé de l'extérieur. Et non celui qui va être créé lui-même par le fil lui-même, pour la même raison que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, et non celui créé par le fil lui-même. Par le courant qui traverse le fil, si on voulait être un petit peu plus exact. Bon, alors, là j'ai la force qui s'exerce sur un petit élément de fil. Il va falloir sommer toutes ces forces-là pour avoir la force totale sur tout le barreau. Et c'est ce qu'on appelle la force de la place elle-même. Donc l'expression de la force de la place va se retrouver quand je prends un barreau complet. Hein, donc par exemple, je le dessine comme ça, mon barreau complet. Je pars d'un point A1 à un point A2. Donc j'ai mon rail de la place qui est ici, puis il y a le courant qui va traverser là. Hop, le courant va là-dedans. Et bien, si je regarde la force totale de la place, ça va être la somme de tous les éléments de force. Si je découpe mon petit système, mon petit barreau en des tas de petits bouts de longueur dl, chaque
chaque barreau va être soumis à une force et je vais sommer la force sur l'ensemble des barreaux en partant. Alors il faut bien faire attention d'aller dans le même sens que le sens du courant pour pouvoir se ramener à ne pas faire d'erreur de signe dans l'expression de la force de Laplace. Donc là, je peux récupérer l'expression qui correspond à celle qu'on a déterminée juste avant pour l'expression de la force de Laplace. Là, il faut vraiment la connaître par cœur. Hein. L'explication, la démonstration d'avant, c'est bien de l'avoir vu, mais là, ce qu'on vous demande vraiment en induction, c'est de connaître cette expression et ensuite de l'utiliser, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un aspect pratique de calcul des efforts qui vont s'exercer sur les cadres qu'on va faire tourner dans des champs magnétiques, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui va être important. Donc, il nous faut faire la somme de A1 à A2. Là, étant donné que tous ces petits bouts de circuit en fait, sont parcourus par le même courant, puisqu'ils sont en série les uns après les autres, le courant, je peux le sortir. De la même manière, le champ magnétique peut être sorti de l'intégrale, puisque c'est le même partout. Hein. Vous avez votre champ magnétique qui est ici, c'est le même là, c'est le même là. Donc, si le champ magnétique est uniforme, je peux le sortir de l'intégrale. Et dans le cadre de ce champ uniforme, je me retrouve donc avec I, l'intégrale de A1 à A2 de dl, et vectoriel B, et donc une force de Laplace qui va s'écrire I A1 A2, puisque je fais la somme de petits éléments vectoriels, ça me donne un grand vecteur global, vectoriel B. Alors au cas où vous poseriez la question, le petit bruit que vous entendez à côté avec le grattement au niveau de la porte, c'est mon cher chat qui ne supporte pas d'être tout seul dans son coin et que je l'exfère. Bon, alors quelques règles pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc attention, pour éviter les erreurs de signe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, globalement, dans les forces de Laplace, vous risquez de faire pas mal d'erreurs de signe. Alors, en premier lieu, on doit avoir un circuit qui est orienté. Vous choisissez un sens conventionnel pour le I, et dans ce sens-là, on considère qu'il est positif. Vous faites vos calculs comme s'il était positif et vous essayez de voir dans quel sens sera la force à la fin. Comme ça, ça vous donnera une idée pour vérifier que vous ayez fait bien un nombre pair d'erreurs de signe et non pas un nombre impair d'erreurs de signe. Deuxième chose, le déplacement dl ne dépend pas de l'orientation choisie, donc de l'orientation du 1, mais uniquement de la base. Donc dans la base, par exemple, si vous mettez en cartésienne, quoi qu'il arrive, votre dl va s'écrire dx plus dy y plus dz z. Si vous avez que le fil est selon ex seulement, ce sera simplement dl égale dx ex. Bon. Troisième point. Les bornes, par contre, d'intégration vont être choisies dans le sens choisi en suivant l'orientation du circuit, en suivant l'orientation de I. Donc là, vous avez besoin de l'orientation de I. Et quatrième point,
il est de bon ton, toujours utile, de vérifier a posteriori la pertinence des calculs, à condition bien sûr d'avoir une idée du sens dans lequel on doit trouver la force quand on a quelque chose de positif, de négatif, etc. Alors, on a encore une règle de la main droite, hein, puisque il y a de nouveau un produit vectoriel qui se pose, et ce produit vectoriel fait intervenir IDL vectoriel B, D, et donc ça vous permet de savoir dans quelle direction. Alors là, par contre, quand vous mettez votre IDL, mettez-le dans le sens dans lequel vous allez orienter l'intégrale, et comme ça, vous verrez donc le sens défini par I, et vous verrez à quel endroit vous avez une force qui va s'exercer sur votre système. Donc ça va être la petite force de Laplace dont il va falloir essayer de déterminer l'expression. Voilà. Donc, on en arrive au point 4 et ça finira notre première partie qui va être la puissance. La puissance développée par les forces de Laplace. Les forces de Laplace. Donc, ces forces de Laplace vont avoir une expression et on va essayer de calculer et de voir la puissance correspondante. Donc je refais le petit dessin qui correspondait à la situation étudiée. Vous avez ici votre barreau qui passe sur des bouts, sur les rails comme ça. Le champ magnétique qui va être à la perpendiculaire, le courant I qui est imposé dans ce sens-là. Là, je peux utiliser la règle de la main droite. Donc, vous avez IDL qui va par là, B qui est en train de sortir. Donc, la force de Laplace est en train de vous pousser vers la droite. Si je place mon point A1 et mon point A2, j'ai que la force de Laplace, ça va s'écrire à l'intégrale de A1 à A2 des IDL vectoriel B. Et on a vu que ça peut s'écrire du coup I A1 A2 vectoriel B. Donc, que le A1 A2, alors si je prends un espace, donc je mets le X vers la droite, le Y qui part par là, et le Z qui est la perpendiculaire sur laquelle est placé le B. On vérifie que X, Y, Z, c'est bien un trièdre direct. Vous avez que B, le vecteur, s'écrit B, E, Z. Le vecteur A1, A2, il s'écrit, on va dire qu'il y a une longueur L ici, L selon EY, et donc je me retrouve avec du I, L, EY, vectoriel B, EZ, EY, vectoriel EZ, EY, vectoriel EZ, ça me redonne X, donc je me retrouve avec du I, L, B, EX, comme force de Laplace. Donc on a une expression explicite de la force de Laplace. La vitesse V du barreau, qui va être ici, va s'écrire V selon EX, puisque le déplacement va être uniquement selon EX. La seule force qui s'exerce va être par là. Donc la puissance que la force de Laplace donne au barreau, la puissance reçue par la barreau depuis les forces de Laplace, c'est le F sur ce A1, A2, scalaire la vitesse, donc ça va s'écrire I, L, B, Vx. Donc j'ai une expression de la puissance explicite, et ça c'est des calculs qu'il nous faudra très souvent faire
pour montrer en fait l'expression pour revenir à des calculs de puissance, voire avec des conversions de puissance entre électricité et mécanique. Alors, avant d'arrêter, une petite remarque pour votre futur vous, ou futur de la semaine prochaine. Donc, pour votre futur vous, vous allez voir que la puissance de votre force de Laplace va pouvoir s'écrire IB multiplié par la variation d'air du circuit par unité de temps. Donc la vitesse aérolaire finalement, donc la quantité par unité de temps, la quantité de surface qui est balayée par le barreau pendant une unité de temps. Eh ben, si vous regardez, donc si j'ai une surface ici, donc cette surface-là, qu'on va noter S, alors si je calcule IB multiplié par ds sur dt, étant donné que S c'est L fois X, avec X la position, on va mettre le 0 à cet endroit-là, donc X c'est la position du barreau, je me retrouve bien avec du IBL dx sur dt, et dx sur dt c'est justement mon Vx. Donc je retrouve bien la puissance de la force de Laplace qui est associée à ce système-là. Voilà, et donc ça, on verra dans le chapitre I3, il y en aura une interprétation à l'aide de la loi de Faraday, puisque votre puissance de la force de Laplace va pouvoir en fait s'écrire I multiplié par la dérivée du produit BS par rapport au temps, étant donné que B il est constant, et ça sera la force électromotrice de Faraday qu'on pourra voir dans le chapitre I3.